Cette présentation porte sur les troubles physiologiques du cotonnier. Avant d'aborder les troubles physiologiques, voyons quels sont les facteurs qui conduisent à de bons rendements. Les rendements sont déterminés par le nombre de capsules par hectare et le poids des capsules. Des rendements élevés peuvent être obtenus lorsque la production de capsules est satisfaisante et lorsque ces capsules sont conservées sur les plantes jusqu'à leur pleine maturité. En général, plus de 60% de la rétention des capsules est considérée comme normale. La formation des capsules est bonne si la variété est performante, si les graines sont plantées correctement, si le labour est correct et si la gestion des nutriments et de l'eau est adéquate. La rétention des capsules est bonne si les insectes, les maladies et les mauvaises herbes sont contrôlés. Pourquoi les rendements sont-ils faibles? Quelles sont les causes des mauvais rendements? Les mauvais rendements sont dus à des éléments nutritifs inadaptés, en excès ou en carence. Lorsque l'azote est en excès, il provoque une croissance végétative excessive et les capsules ne sont pas correctement formées ou retenues. On sait que les insectes et les maladies endommagent les capsules et causent leur perte. N'oubliez pas que le stade le plus critique pour le coton commence avec la première fleur et se prolonge pendant environ 40 à 50 jours lorsque les capsules vertes se forment. Tout stress pendant ces 40 à 50 jours ne peut que faire baisser les rendements. Des troubles physiologiques peuvent provoquer la chute des bourgeons et des capsules, ce dont nous parlerons plus en détail aujourd'hui. Les sols déficients en matière organique sont en mauvaise santé. Ces sols sont déficients en nombreux éléments nutritifs et les rendements sont donc faibles. N'oubliez pas non plus que 70 à 80% des éléments nutritifs et 70 à 80% de l'humidité sont nécessaires aux cultures pendant cette période critique de 80 à 120 jours. Un déficit d'humidité ou de nutriments pendant cette période entraîne invariablement une mauvaise formation des capsules et une perte excessive de capsules. Par troubles physiologiques, on entend une croissance anormale qui est généralement due au stress. Elle est similaire à l'hypertension ou à la pression artérielle que l'homme développe en raison de facteurs de stress extrêmes. Le stress peut être causé par tout ce qui est en excès ou en déficit. Les plantes réagissent au stress en produisant des hormones en fonction du stress. Les troubles physiologiques ne sont pas transmis car il ne s'agit pas de maladies et aucun agent pathogène n'est impliqué. Mais les plantes qui s'affaiblissent en raison de troubles physiologiques deviennent sensibles aux maladies. Le stress environnemental, les nutriments et le stress hydrique causent un stress important aux plantes. Les plantes ont la capacité de se remettre d'un stress en général s'il se présente sous une forme modérée dans ses premiers stades. Toutefois, comme je l'ai mentionné précédemment, l'ampleur des pertes de rendement dépend de l'ampleur du stress, en particulier si celui-ci se produit pendant le stade critique de formation des capsules, surtout sur des plantes âgées de 80 à 120 jours. Une mauvaise formation des capsules ou une perte importante des capsules se traduisent par de faibles rendements. Quand le stress se produit-il? Il peut se produire à n'importe quel stade de la culture. Les semences peuvent refuser de germer, on appelle cela la dormance. Les feuilles commencent à mal se comporter, elles peuvent devenir rouges, elles peuvent s'affaisser, les bourgeons ou boutons floraux et les capsules commencent à se dessécher ou à se détacher, et enfin, les plantes peuvent flétrir, ce qui signifie qu'elles se préparent à mourir. Il existe différentes sortes de flétrissement. Les plantes deviennent paralysées, c'est ce qu'on appelle le flétrissement para. Il y a le flétrissement foliaire de couleur brune, le nouveau flétrissement, le flétrissement causé par la foudre, la sénescence prématurée lorsque la plante décide de vieillir très tôt, puis il y a les blessures mécaniques,
les dommages causés par les herbicides, les dommages causés par les insecticides, etc. Nous allons maintenant examiner un par un chacun de ces troubles physiologiques, en commençant par la dormance des graines, le rougissement des feuilles, la perte de bourgeons et des capsules et le flétrissement des plantes entières. La dormance des graines. Les graines fraîchement récoltées peuvent refuser de germer. C'est ce qu'on appelle la dormance, qui peut durer de quelques jours à quelques mois. La dormance des graines peut se produire à cause de la dureté de la graine, ce qui signifie que le tégument de la graine est imperméable à l'eau et au gaz, ou parce que l'embryon est encore immature. Il est important de noter que la dormance des semences peut être considérée comme un avantage car les semences dormantes peuvent être stockées pendant une longue période, même à température ambiante ou dans des conditions défavorables. Un autre avantage est que les graines ne germent pas dans des capsules ouvertes lorsque les graines deviennent humides à cause de pluies excessives. Les inconvénients sont bien connus. Lorsque les graines ne germent pas, le peuplement de la culture est pauvre et les rendements seront faibles. Comment rompre la dormance? La dormance des semences peut être interrompue de plusieurs façons. Presque toutes ces méthodes visent à ramollir le tégument de la graine, ce que l'on appelle la scarification. Les graines dormantes peuvent être traitées à l'aide d'acide sulfurique, de traitements au sable pour éviter les blessures mécaniques du tégument, de trempage de graines dans de l'eau chaude, de traitements aux hormones ou aux produits chimiques ou encore de rayons infrarouges. Les graines peuvent également être conservées dans un champ magnétique pendant 1 à 10 jours pour rompre la dormance. La physiologie des pertes-excrétions. La perte de bourgeons et de capsules est due à la réduction des auxines et à l'augmentation de l'éthylène. La lumière du soleil est essentielle à la photosynthèse. La croissance buissonnante des plantes ou du feuillage très dense entraîne également un ombrage où de nombreuses feuilles sont à l'ombre et ne reçoivent pas suffisamment de lumière du soleil. Une nébulosité prolongée entraîne également une réduction de l'activité photosynthétique, ce qui signifie que les feuilles produisent très peu de sucre. Comme les feuilles n'ont pas assez de nourriture pour les capsules, la plante les rejette. Les bourgeons sont perdus en raison de la forte concurrence des capsules qui sont en très forte demande en nourriture. La concurrence en bord est connue pour provoquer la chute des capsules. La carence en bord est connue pour provoquer la chute des capsules. De nombreux autres facteurs sont également à l'origine de cette perte. Une charge excessive de capsules entraîne une perte de bourgeons. Une croissance végétative excessive entraîne une mauvaise formation de capsules et une perte de bourgeons et de capsules en raison de l'effet d'ombrage. Les effets environnementaux de la chute des bourgeons et des capsules sont notamment la sécheresse, les températures extrêmes et l'excès de l'eau. L'application de 10 à 20 ppm d'acide naphthalène acétique en alternance avec 1 à 2% de phosphate diammonique pendant le stade de la floraison aide à prévenir la perte de bourgeons et de capsules. Une croissance végétative excessive ralentit le développement des capsules et provoque la chute des bourgeons et des capsules en raison des effets d'ombrage. Il est important de gérer le couvert végétal à l'aide de régulateurs de croissance des plantes tels que le chlorure de mépica, en particulier au stade de la floraison. Les capsules formées au début entrent en compétition avec les bourgeons et les capsules les plus jeunes. Une forte rétention des capsules entraîne une chute des capsules en raison de la forte concurrence. Une forte charge des capsules entraîne une chute des capsules en raison de la forte concurrence. Les capsules formées tôt ont une forte demande en nourriture et sont en forte concurrence avec les capsules plus jeunes.
Les jeunes capsules commencent à se dessécher en raison d'une disponibilité alimentaire insuffisante, généralement considérée comme une amylase foliaire altérée. L'assèchement des capsules est le plus grave dans les sols salins et dans les sols sableux légers qui ont de faibles niveaux d'azote. La plupart des variétés tolèrent le dessèchement des capsules. Celles-ci doivent être identifiées. Les mesures correctives comprennent la correction de l'azote et l'irrigation dans les sols salins pour réduire la salinité. Passons maintenant aux problèmes physiologiques qui se reflètent dans les feuilles. Examinons d'abord le rougissement des feuilles. Deux des facteurs les plus courants sont la carence en azote et la carence en magnésium. Le rougissement peut également être causé par des facteurs environnementaux tels qu'un excès d'eau ou une sécheresse qui commence par un jaunissement des feuilles et se termine par des feuilles rouges. Une baisse soudaine de la température nocturne provoque le rougissement. Les feuilles fournissent la nourriture nécessaire au développement des capsules. Par conséquent, elles subissent un stress considérable en raison de la charge élevée des capsules, ce qui entraîne un jaunissement des feuilles et finalement un rougissement. Il est important de prendre des mesures correctives dès que les premiers symptômes sont observés. Les mesures correctives les plus courantes consistent à pulvériser 1 à 2 % de phosphate diammonium tous les 15 jours pendant le stade critique de la floraison et de la formation des capsules vertes. Pulvériser 0,5 % de sulfate de magnésium. Il est également important de drainer l'excès d'eau des champs. Le flétissement para-wilt ou nouveau flétissement se produit dans des groupes de plantes dans les champs. On a constaté que le flétissement spontané ou soudain était sporadique dans sa distribution. Les feuilles commencent à s'affaisser, deviennent chlorotiques et virent au brun bronze ou au rouge, suivi par le séchage et l'abscission prématurée des feuilles et des parties fructifères. Les bourgeons et les jeunes capsules sont perdus et les capsules immatures sont ouvertes avec force. On a constaté que les températures élevées, un soleil éclatant, suivi d'une forte pluie, favorisent le flétrissement. La plupart des plantes flétries se rétablissent progressivement et produisent de nouvelles pousses, mais leur contribution au rendement est négligeable. Les remèdes contre le flétrissement. Drainer correctement les sols. Au premier stade de flétrissement, l'arrosage des plantes affectées avec 5 à 10 ppm de chlorure de cobalt et 1% de bavistine aide les plantes à se rétablir. La gestion du couvert végétal et la gestion de la matière organique du sol aident à rétablir l'humidité du sol pour prévenir le flétrissement. Le flétrissement foliaire de couleur brune. Alors, ce flétrissement foliaire de couleur brune se rencontre surtout dans les variétés de courte durée, surtout au stade de la formation des capsules. Les feuilles deviennent rouges, puis bronzent et tombent. La gestion de l'humidité du sol et une nutrition équilibrée sont connues pour aider les plantes à se remettre du flétrissement. La sénescence prématurée. Les jeunes feuilles vers le sommet de la plante deviennent rouges et vieillissent prématurément. Les feuilles et les branches bien ombragées restent vertes. Les plantes, avec une forte charge de capsules, sont les premières touchées, tandis que les plantes avec peu de capsules ne sont généralement pas affectées. Les plantes de la rangée en bordure du champ sont généralement moins touchées, car la concurrence pour les nutriments disponibles dans le sol est moindre. La sénescence prématurée se développe souvent pendant de longues périodes de temps couverts et frais, tard dans la campagne, lorsque les capsules se remplissent. Les cultures touchées par la sénescence prématurée sont très sensibles aux épidémies de la tache foliaire Alternaria si elles sont exposées à de nouvelles périodes de temps humides. La demande maximum de potassium du cotonnier se produit lors du remplissage des capsules.
Le potassium est mobile à l'intérieur de la plante. Si les niveaux de potassium dans le sol sont insuffisants et si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à l'absorption du potassium par le sol, le potassium est déplacé à l'intérieur de la plante, des jeunes feuilles, vers les capsules en cours de maturation. Les capsules pendantes. La chaleur et le stress hydrique pendant la période critique de développement des capsules entraînent l'assèchement des petites capsules. Le développement des jeunes capsules est gelé et les petites capsules immatures, les bractées et la tige meurent et sèchent sur la plante. Une zone morte allongée se développe également sur la branche fructifère où est fixée la tige de la capsule gelée. Les jeunes capsules sont creuses. Une telle cavitation est généralement associée à un stress thermique et ou hydrique et aux plantes ayant une charge de fruits complète. Le champignon Phonopsis sp est fréquemment, mais pas toujours présent. Des symptômes similaires peuvent également résulter de la présence de larves d'insectes se nourrissant de très jeunes fruits. Brûlures causées par les engrais. Les extrémités des racines sont pincées et parfois noircies en raison de l'application d'engrais à proximité de la racine. Toutes les racines des plantes concernées sont touchées au même niveau. Si une ou plusieurs rangées particulières sont infectées dans chaque ensemble de champs, cela signifie qu'il y a un problème avec le système de fertilisation. La brûlure des engrais se produit lorsque les engrais solides ou liquides sont placés trop près de la ligne de plantation ou directement avec celle-ci. Des conditions de sol très sèches entre l'application d'engrais et la plantation peuvent aggraver le problème. Il faut veiller à placer l'engrais à proximité de la zone des racines et non directement sur la semence ou les racines de la semence. Les opérations liées à la culture intercalaire peuvent causer des dommages mécaniques aux racines. Les plantes commencent à flétrir lorsque les racines sont endommagées par des dents de tracteur ou des timons, lignes de charrue, qui provoquent des éraflures sur les racines. Le compactage du silicium est causé par des machines lourdes qui fonctionnent sur des sols humides. Le compactage est également provoqué lorsque la couche supérieure fertile est perdue en raison de l'érosion du sol et si la rotation des cultures n'est pas suivie. Les racines tournent et se tordent parce qu'elles ne peuvent pas pénétrer plus profondément dans le sol à cause du compactage des couches. Certains types de sols sont susceptibles de s'encrouter après la pluie. Lorsque cela se produit, peu après les semis, les plantules en germination ne peuvent pas émerger, ce qui entraîne un mauvais établissement du peuplement. L'obstacle physique tel que la formation de croûtes ne ralentit pas la germination, mais peut empêcher l'émergence de l'hypocotyle. Il en résulte un épaississement de l'hypocotyle de la plantule. Il faut faire très attention à ne pas confondre le compactage dans les couches profondes et de l'encroûtement à la surface du sol. Les graines doivent être semées à 2 à 3 cm de profondeur lorsqu'elles sont plantées dans un lit de semences libre et sec, car ils ont tendance à s'enfoncer davantage dans le sol avec les pluies ou lorsque l'on applique de l'eau. Les plantules qui émergent d'une profondeur de 4 à 8 cm présentent de petits cotylédons et une faible vigueur en début de campagne. Les dommages causés par la foudre au coton sont rares. Une parcelle circulaire de coton est brûlée par la foudre, comme on le voit ici. Lorsque les plantes sont brûlées, la partie inférieure des plantes peut encore être verte.
Les dommages causés par les herbicides sont plus fréquents au cours des premiers stades de la croissance et les symptômes varient considérablement selon le type et le taux d'herbicide utilisé. Les symptômes peuvent comprendre le jaunissement entre les nervures, des cotylédons et des feuilles inférieures, le rabourgissement et une croissance lente, l'incision des racines et le mauvais développement des racines, la mort et la défoliation des feuilles et des cotylédons, la mort des plantules, le déclin du peuplement végétal, etc. L'utilisation inconsidérée de pesticides ou d'insecticides peut également causer de graves dommages aux plantes et donc le rendement. L'utilisation de méthomyl dans le coton peut entraîner un rougissement des feuilles et endommager systématiquement le système photosynthétique. Les fortes tempêtes de sable causent des dommages en raison de blessures mécaniques causées par la poussière de sable. Les symptômes sont généralement observés sur un côté de la plante qui ont été touchés par la tempête de sable. Une croissance végétative excessive, c'est-à-dire une croissance des plantes plus haute que la largeur du rang, cause beaucoup de dégâts en raison des effets d'ombrage qui entraînent la chute des capsules. L'étêtage ou l'élagage des 10 cm supérieurs de la plante, 100 à 120 jours après le semis, stoppe la croissance végétative excessive et permet une meilleure pénétration de la lumière dans la partie inférieure de la plante. Cela réduit également l'établissement et facilite la lutte contre les parasites et les maladies, tout en augmentant la rétention et la taille des capsules. L'hydromorphie entraîne une mauvaise aération des racines et une mauvaise absorption et translocation des nutriments. Les plantes commencent à produire des lenticelles pour s'adapter à l'hydromorphie. Il est extrêmement important d'évacuer l'eau pour que les racines puissent respirer et obtenir des nutriments appropriés du sol. Le problème de la mauvaise ouverture des capsules est caractéristique des sols salins et des sols sableux légers. D'autres facteurs sont la carence en azote et le temps chaud et sec pendant la formation des capsules. La gestion du couvert végétal, l'irrigation et la gestion des nutriments contribuent à une meilleure ouverture des capsules. Les feuilles froissées peuvent être dues au sol acide ou à une carence en calcium ou une toxicité en manganèse. La carence en calcium et l'acidité peuvent être corrigées par l'application de chaux. Le manganèse est absorbé en grande quantité dans les conditions d'hydromorphie, ce qui entraîne le développement de la chlorose et des symptômes de l'effritement des feuilles. Des mesures correctives comprennent le drainage des sols, de l'excès d'eau et l'application de gypse pour neutraliser la toxicité du manganèse. Pour conclure, presque tous les troubles physiologiques sont dus aux facteurs de stress imposés par l'environnement ou aux carences en nutriments. La meilleure façon de lutter contre les troubles physiologiques est d'en identifier la cause et de l'éliminer afin de remédier efficacement au problème. Je vous remercie.